Cette cellule de batterie à 5 dollars survit à tous les systèmes lithium-ion jamais fabriqués de plus de 100 ans. La batterie nickel-fer d'Edison, construite pour la première fois en 1901, se trouve actuellement dans des laboratoires, continuant ses cycles, stockant toujours de l'énergie. La batterie lithium-ion dans votre garage est chimiquement garantie de mourir d'ici une décennie. Aucune pièce mobile, aucun produit chimique toxique, juste du nickel, du fer et de l'eau alcaline. 140 millions de foyers américains dépendent de batteries conçues pour tomber en panne selon un calendrier précis. Presque aucun n'en a jamais entendu parler. À la fin de cette vidéo, vous pourrez la construire vous-même en un seul week-end, sans électricien ni outils spéciaux. Vous saurez exactement combien de stockage un parc de cellules fournit à partir d'un panneau solaire que vous possédez déjà et ce que cela vous fait économiser sur une décennie entière. Vous connaîtrez les 4 composants dont vous avez besoin, ce que chacun coûte et où les commander en ligne. Vous saurez comment câbler un parc de 48 feux à un contrôleur de charge standard. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi 120 milliards de dollars de revenus liés au remplacement des batteries ont fait en sorte que vous n'ayez jamais vu cette chimie, ni dans une quincaillerie, ni sur une seule liste de subventions fédérales, ni dans le catalogue d'aucun installateur en Amérique. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que votre batterie actuelle fait réellement à votre portefeuille. Car une fois que vous verrez combien d'argent votre système lithium-ion est conçu pour drainer avant de mourir, vous serez furieux. À l'heure actuelle, si vous avez un système solaire domestique, votre parc de batterie est presque certainement soit au plomb acide, soit au lithium-ion. Et voici ce que ni votre installateur ni le fabricant ne vous ont dit au moment de la vente. Une batterie domestique standard au lithium-ion a une durée de vie estimée à environ 10 ans. Le type vendu par Tesla, Enphase ou l'une des dizaines de marques en concurrence pour votre argent. Non pas parce que le boîtier s'use, non pas parce que le câblage tombe en panne, mais parce que la chimie interne est conçue pour se dégrader. Chaque fois qu'une cellule lithium-ion se charge et se décharge, une fine couche de dépôt de lithium se forme sur l'anode. C'est ce qu'on appelle la croissance de l'interphase électrolyte solide. Au fil du temps, ces dépôts s'accumulent, la résistance interne de la cellule grimpe et sa capacité chute. Après environ 3000 cycles complets, la batterie conserve environ 80% de sa capacité d'origine. Après 5000 cycles, vous vous retrouvez avec une brique. Et un Tesla Powerwall, au prix de détail actuel, coûte entre 12 000 et 16 000 dollars, installation comprise. Cela signifie que vous payez plus de 1000 dollars par an rien qu'en dépréciation, sans compter l'électricité qu'il stocke, juste pour conserver une batterie qui expire chimiquement dès le jour de son expédition. Et quand elle meurt, vous la jetez et en achetez une nouvelle. C'est le modèle. C'est ainsi que fonctionne l'industrie. Votre batterie a été conçue pour tomber en panne selon un calendrier, afin que vous l'achetiez à nouveau. Et quand vous verrez ce que coûte le fonctionnement d'une cellule nickel-fer par mois, vous comprendrez pourquoi aucune compagnie d'électricité ne veut que vous en entendiez parler. Si vous avez opté pour la solution moins chère au plomb acide, la situation est pire. Un parc de batteries à décharge profonde au plomb acide coûte moins cher à l'achat, certes, mais le plomb acide souffre de sulfatation, où des cristaux de sulfate de plomb se forment sur les plaques chaque fois que la batterie se décharge en dessous de 50%. Faites cela régulièrement, et votre parc est mort en 3 à 5 ans. Le plomb acide est lourd, toxique, et ne peut pas être complètement déchargé sans dommages permanents. La plupart des systèmes au plomb acide ne sont utilisables que jusqu'à 50% de profondeur de décharge. Vous payez donc pour la pleine capacité et n'êtes autorisé à en utiliser que la moitié. Dans un pays où plus de 4 millions de foyers sont désormais équipés de panneaux solaires sur le toit, le cycle de remplacement des batteries constitue à lui seul une source de revenus récurrents de plusieurs milliards de dollars pour les fabricants. Non pas parce qu'il n'existe pas de meilleure technologie, mais parce que la technologie qui existe a été délibérément retirée du marché il y a plus d'un siècle. Mais voici ce qu'aucun installateur solaire n'inclura jamais dans son argumentaire de vente. Une seule cellule nickel-fer coûte moins de 5 dollars. Empilez-en 40 et vous obtenez un parc de 48 volts pour moins de 400 dollars au total. Cela reste une fraction de 12 000 dollars. La batterie nickel-fer d'Edison n'est pas compliquée. Elle est d'une simplicité presque insultante. La cellule comporte 3 composants.
une plaque positive en oxyhydroxyde de nickel, une plaque négative en fer et une solution électrolytique d'hydroxyde de potassium dissous dans de l'eau distillée. C'est tout. Lorsque la cellule se décharge, la plaque de nickel libère de l'oxygène dans l'électrolyte et la plaque de fer l'absorbe. Lorsque la cellule se charge, la réaction s'inverse. L'oxygène fait le chemin inverse. Les plaques retrouvent leur état d'origine. 1,2 volts par cellule à chaque fois. Voyez les choses ainsi. Imaginez deux seaux reliés par un tuyau. Dans une cellule lithium-ion, les seaux sont faits d'un matériau qui se dissout lentement dans l'eau chaque fois que vous la transvasez. Finalement, les seaux eux-mêmes disparaissent. Dans une cellule nickel-fer, les seaux sont en pierre. L'eau se déplace. Les seaux ne changent pas. Vous pouvez transvaser l'eau pendant 100 ans et les seaux seront toujours intacts. La seule chose qui se salit, c'est l'eau elle-même, et vous pouvez la vider et la remplir à nouveau. Aucun revendeur de batteries en Amérique ne vous expliquera cette comparaison, car dès l'instant où vous la comprenez, tout le reste sur leurs étagères ressemble à de l'obsolescence programmée. Ces 1,2 volts semblent faibles par rapport aux 3,7 volts d'une cellule lithium-ion, mais la tension ne fait pas tout. Vous câblez des cellules en série pour augmenter la tension, tout comme vous empilez des piles ordinaires, bout à bout dans une lampe de poche. 10 cellules nickel-fer câblées en série vous donnent 12 volts. 40 cellules vous donnent 48 volts. Et parce que chaque cellule peut être entretenue individuellement, vous ne perdez jamais l'ensemble du parc à cause d'un seul point de défaillance. Une cellule défectueuse dans un bloc lithium-ion peut mettre tout le système hors service. Une cellule défectueuse dans un parc nickel-fer est vidée, rincée et remise en service le même après-midi. Maintenant, si vous pensez que cela semble trop simple pour rivaliser avec la chimie moderne du lithium, une équipe de recherche de Battery Research and Testing Incorporated a pensé la même chose. Ils ont pris des cellules nickel-fer fabriquées entre 1924 et 1931. Certaines de ces cellules étaient à rester complètement déchargées et totalement sèches pendant un nombre d'années inconnu. L'équipe a suivi le manuel de reconditionnement original d'Edison de 1916. Ils ont rincé l'électrolyte, l'ont rempli d'hydroxyde de potassium frais et ont effectué des tests de décharge standardisés selon les directives IEEE 115. Absolument toutes les cellules ont réussi. Des batteries vieilles de 80 à 87 ans, remises en service fonctionnel, avec rien de plus qu'un rinçage et un remplissage. La raison pour laquelle cela fonctionne, et la raison pour laquelle aucune batterie lithium-ion sur Terre ne peut le faire, se résume à un seul principe: la solubilité. Dans une cellule lithium-ion, les composés de lithium sont hautement solubles dans l'électrolyte. C'est ce qui permet au lithium de se déplacer rapidement entre les électrodes, ce qui lui confère une densité de puissance élevée. Mais cela signifie également que ces composés se décomposent, cristallisent et dégradent de façon permanente les surfaces des électrodes au fil du temps. Vous ne pouvez pas annuler cela. Vous ne pouvez pas l'éliminer par rinçage. Les dommages sont intégrés à la chimie. Dans une cellule nickel-fer, c'est l'inverse. Les composés de fer et de nickel ont une solubilité extrêmement faible dans l'hydroxyde de potassium. Ils ne se dissolvent pas dans l'électrolyte. Ils ne migrent pas, ils ne cristallisent pas. Le fer métallique qui se forme pendant la charge s'accumule lentement et uniformément, préservant la structure de l'électrode au lieu de la détruire. L'électrolyte lui-même ne participe pas à la réaction. Il ne fait que transporter des ions. Ainsi, lorsque l'électrolyte finit par accumuler des impuretés provenant du dioxyde de carbone absorbé, vous le videz, vous versez de l'hydroxyde de potassium frais, et la cellule est chimiquement neuve. Pas remise à neuf, pas reconditionnée, neuve. Il n'y a pas de processus équivalent pour le lithium-ion, le plomb acide ou toute autre chimie de batterie grand public. C'est la seule batterie rechargeable sur le marché dont la pièce d'usure est un liquide que vous pouvez acheter en bidon. Et c'est là que vous commencez à réaliser à quel point vous avez payé trop cher pour un stockage conçu pour expirer. Mais les performances ne sont pas que théoriques. Elles fonctionnent depuis plus d'un siècle. Thomas Edison a déposé son premier brevet de batterie nickel-fer le 20 novembre 1900. Il a perfectionné la conception pour la production commerciale à l'Edison Storage Battery Company à West Orange, dans le New Jersey. La fabrication a commencé en 1903 et s'est poursuivie pendant plus de 70 ans. Edison avait initialement conçu la batterie pour les véhicules électriques.
En 1900, les voitures électriques étaient plus nombreuses que les voitures à essence sur les routes américaines. Edison a dépensé plus d'1 million de dollars de son propre argent sur le projet, soit environ 35 millions en dollars d'aujourd'hui. La batterie qu'il a produite était plus légère que celle au plomb acide, plus durable et se rechargeait 2 fois plus vite. Mais en 1912, Henry Ford s'était engagé sur le modèle T, une voiture à essence qui avait besoin d'une batterie capable de démarrer un moteur à combustion interne à froid. Le plomb acide pouvait fournir cette forte impulsion de courant. Le nickel-fer ne le pouvait pas. La cellule nickel-fer a été conçue pour une décharge régulière et de longue durée, et non pour la violente surtension nécessaire pour faire tourner un moteur froid un matin de janvier. Ford a choisi le plomb acide et toute la trajectoire de l'industrie américaine des batteries a suivi cette seule décision. Non pas parce que le plomb acide était la meilleure batterie, mais parce qu'elle convenait au moteur. La batterie d'Edison n'est pas morte. Elle a trouvé une autre vie. Pendant plus de 7 décennies, les cellules nickel-fer ont alimenté les boîtiers de signalisation ferroviaire à travers les États-Unis. Elles conservaient leur charge pendant des années sans entretien. Elles ont alimenté des lampes frontales de mineurs, des stations de télécommunications et des flottes de chariots élévateurs. Le métro de New York utilise toujours des cellules nickel-fer dans ses rames R62A. Le métro de Londres les utilise dans ses locomotives électriques à batterie. Et dans les communautés hors réseau et amish de l'Amérique rurale, des parcs nickel-fer couplés à de petits panneaux solaires ont fourni une électricité domestique fiable pendant des décennies sans un seul remplacement. En 1970, Eagle Preacher au Royaume-Uni a commercialisé une batterie de voiture nickel-fer. Leur publicité promettait qu'elle durerait aussi longtemps que toutes les voitures que vous posséderiez jamais. Aucun fabricant de lithium-ion n'a jamais fait une telle affirmation. L'Edison Storage Battery Company est resté rentable jusqu'à ce qu'Exide Corporation l'acquiert en 1972. Exide a arrêté la production de nickel-fer en 1975. Le marché du remplacement du plomb acide était en plein essor, et une batterie qui n'avait jamais besoin d'être remplacée constituait une menace commerciale directe pour l'entreprise qui venait de l'acheter. Maintenant, si vous pensez qu'une chimie de batterie de 1901 ne peut pas rivaliser avec la technologie du 21e siècle, une équipe de l'UCLA a pensé la même chose. Ils ont publié des résultats en février 2026. Le professeur Richard Kanner et le docteur Maher El-Kadi ont dirigé une collaboration internationale. Ils ont développé une batterie nickel-fer moderne, utilisant des amas de métaux à l'échelle nanométrique, cultivés avec des échafaudages protéiques et liés à des feuilles d'un atome d'épaisseur seulement. Leur prototype a réalisé plus de 12 000 cycles de charge, l'équivalent de plus de 30 ans de recharge quotidienne sans dégradation significative. Elle se charge en quelques secondes et non en quelques heures, et les matériaux sont, selon les propres mots d'El-Kadi, des ingrédients courants avec des étapes de chauffage douces et des matières premières largement disponibles. Séparément, à l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas, le groupe de recherche du professeur Foucault Mulder a découvert quelque chose qu'Edison lui-même avait considéré comme un défaut. Lorsqu'une cellule nickel-fer est complètement chargée et que vous continuez à y injecter du courant, elle commence à séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Edison voyait cela comme une nuisance. Mulder y a vu un second produit. Son équipe a construit ce qu'ils appellent un bateau-lycée. Il stocke l'électricité comme une batterie et produit de l'hydrogène comme un électrolyseur en utilisant les mêmes électrodes de nickel et de fer qu'Edison a conçues il y a plus d'un siècle. En 2023, Bateau Laser Systems a installé la première unité à l'échelle industrielle à la centrale électrique RWE Magnum de Delfzijl. Le système fonctionne avec une efficacité allant jusqu'à 90%. Chacun de ces exemples est réel, publié et vérifiable. Et pourtant, le nombre total d'installations de batteries en nickel-fer dans les foyers américains reste si faible qu'aucune agence fédérale ne suit même ce chiffre. Alors, si cette chimie a fait ses preuves depuis plus de 120 ans, a été validée indépendamment par les tests de l'IEE et est activement développée par l'UCLA et l'Université de Delft, si elle fonctionne actuellement dans des rames de métro et des centrales électriques, pourquoi n'est-elle pas dans votre garage? La réponse n'est pas un complot. C'est une structure de marché.
Lorsqu'Exide a abandonné la batterie d'Edison en 1975, il ne restait plus aucun fabricant national. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement américaine en batterie s'est réorganisé autour du plomb acide pour l'automobile et du lithium-ion pour l'électronique grand public. Le cadre réglementaire a suivi. Le Code national de l'électricité, rédigé autour de composants homologués UL, ne prévoit aucune voie de certification adaptée à une cellule nickel-fer fabriquée à la maison dans un bocal en verre. Elle n'est pas interdite. Elle est invisible. Le Code du bâtiment n'en fait pas mention. Le Code de prévention des incendies ne traite pas de son électrolyte. Le crédit d'impôt à l'investissement solaire de l'IRS, selon la loi actuelle, s'applique au système de stockage par batterie certifié couplé à l'énergie solaire. Un parc nickel-fer fabriqué à la maison ne répond pas aux exigences de certification de l'équipement pour être admissible. L'accord de facturation nette de votre service public exige probablement des batteries homologuées UL 1973. Le nickel-fer n'est pas sur la liste, non pas parce qu'il a échoué au test, mais parce qu'aucun fabricant ne l'a soumis. Il n'y a pas de certification d'installateur, pas de produit de financement et pas de chaîne d'approvisionnement pour une batterie qui n'a jamais besoin d'être remplacée. L'ensemble du marché du stockage d'énergie résidentielle, évalué à plus de 15 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis, est structuré autour de produits qui se dégradent selon un calendrier prévisible. Une cellule nickel-fer n'a pas de calendrier de dégradation. Il n'y a pas de revenus récurrents dans une batterie qui dure un siècle. Pas de contrat d'entretien, pas d'expiration de garantie qui déclenche un rachat. Et c'est là que les calculs commencent à faire mal. Si vous remplacez une batterie lithium-ion tous les 10 ans pendant les 40 prochaines années, cela fait 4 batteries. À 12 000 dollars chacune, cela représente 48 000 dollars rien qu'en stockage. Un parc nickel-fer construit une seule fois pour moins de 400 dollars fonctionne toujours à la fin de ces mêmes 40 années. On nous dit que le lithium-ion est la solution moderne et que tout ce qui est plus ancien est obsolète. Mais la solution moderne est chimiquement conçue pour tomber en panne dans 10 ans. La solution de 1901, construite à partir de fer, de nickel et d'eau alcaline, fonctionne toujours après 122 ans. Le système n'a jamais été conçu pour accueillir un produit qui n'a pas besoin d'être remplacé. Et ce n'est pas un défaut de la batterie, c'est un défaut du système. Voici ce dont vous avez besoin pour construire une cellule nickel-fer de base. Une feuille de treillis de nickel ou d'acier nickelé pour l'électrode positive. Une feuille d'acier doux ou de fer pour l'électrode négative. Un bocal en verre. Un bocal Mason fonctionne très bien comme récipient pour votre cellule. Des flocons d'hydroxyde de potassium que vous pouvez acheter auprès de fournisseurs de fabrication de savon pour environ 8 à 12 dollars la livre. Une livre dissoute dans de l'eau distillée à une concentration d'environ 20% remplit plusieurs cellules. Et une petite quantité d'hydroxyde de lithium, environ 40 grammes par litre, ce qui améliore la conductivité et réduit l'accumulation de carbonate. Dans sa forme la plus basique, une seule cellule de validation de principe utilisant de la ferraille et un bocal. Mason peut être assemblé pour moins de 5 dollars. Un pack de 10 cellules produisant 12 volts nécessite plus de matériel. Les coûts réalistes pour l'hydroxyde de nickel, le composant le plus cher, s'élèvent à environ 11 dollars la livre auprès de fournisseurs de produits chimiques nationaux comme Hunter Chemical. Pour un pack de batteries à faire soi-même, DIY, pratique avec un stockage significatif, prévoyez un budget entre 200 et 400 dollars. Cela couvre suffisamment d'hydroxyde de nickel et d'hydroxyde de potassium pour construire un système de 48 volts avec une capacité utilisable. Câbler cela via un contrôleur de charge PWM ou MPPT de base à un panneau solaire de 100 W. Le panneau coûte environ 80 dollars au détail et vous obtenez un système de stockage d'énergie à recharge automatique sans date d'expiration. Perma Batteries USA est l'un des rares fournisseurs actuels proposant des cellules nickel-fer assemblées par des fabricants européens compatibles avec les onduleurs hors réseau standard de Victron, Schneider et Outback. Le fait que seule une poignée de fournisseurs proposent cette chimie vous dit tout sur la façon dont le marché a été conçu. Pour une approche plus pratique, le DIY Solar Power Forum et la communauté Permis hébergent de vastes fils de discussion sur la construction avec des constructions de cellules documentées, des procédures de conditionnement et des guides de dépannage. Quelques avertissements critiques. L'hydroxyde de potassium est une substance alcaline forte. Il provoquera des brûlures chimiques au contact de la peau
et de graves lésions oculaires. Portez toujours des lunettes de protection contre les éclaboussures chimiques, des gants en nitrile et des manches longues lorsque vous mélangez l'électrolyte. N'utilisez jamais de récipient en aluminium. L'hydroxyde de potassium réagit avec l'aluminium et produit de l'hydrogène gazeux. Utilisez uniquement du verre, de l'acier inoxydable ou du polyéthylène haute densité, et les cellules nickel-fer produisent de l'hydrogène gazeux pendant la charge. C'est normal, mais la zone de charge doit être ventilée. Ne chargez jamais dans une enceinte fermée. Ce n'est pas compliqué, mais cela nécessite une sensibilisation de base à la sécurité et une volonté de manipuler des produits chimiques caustiques. Si vous avez déjà fabriqué du savon à partir de lessive de soude, vous possédez déjà les compétences nécessaires. Une chose qui surprend la plupart des constructeurs débutants est le conditionnement. Une cellule nickel-fer fraîchement construite ne fonctionne pas immédiatement à pleine capacité. Selon le manuel original d'Edison de 1916, les nouvelles cellules doivent être complètement chargées et complètement déchargées 5 à 10 fois avant d'atteindre leur capacité nominale en ampères-heure. Pendant le conditionnement, l'efficacité est médiocre et la cellule peut sembler sous-performante. C'est normal. L'électrode de fer a besoin de ces cycles initiaux pour former la structure cristalline appropriée. Ne sautez pas cette étape. La plupart des constructions documentées nécessitent 1 à 2 week-ends de travail manuel, plus 1 ou 2 semaines supplémentaires de cycle de conditionnement avant que le parc ne soit prêt pour une utilisation quotidienne. Il y a de vraies limites. Les cellules nickel-fer ont une faible densité énergétique, de 30 à 50 Wh par kilogramme, contre environ 250 pour le lithium-ion. Cela signifie que le parc de batterie est lourd et prend de la place. Un système nickel-fer de 40 PiV fournissant 10 GWh de stockage pèsera plus de 400 livres, environ 180 kg, et occupera l'empreinte d'une petite bibliothèque. C'est une technologie stationnaire. Elle n'alimentera jamais une voiture électrique et ne tiendra jamais dans un sac à dos. L'autodécharge est un autre compromis. Une cellule nickel-fer perd 10 à 15% de sa charge par mois simplement en restant inactive. Pour un système hors réseau qui effectue des cycles quotidiens, ce n'est pas pertinent. Pour une alimentation de secours qui attend une panne, cela signifie que vous avez besoin d'une charge d'entretien continu. L'efficacité de charge est d'environ 65%. Pour chaque 100 Bar que vous injectez, 65 Wi sont stockés. Le reste est perdu sous forme de chaleur et d'hydrogène. Et le temps froid réduit le rendement. En dessous de 0, les performances chutent considérablement. Si vous vivez dans un climat où les températures hivernales atteignent régulièrement des valeurs à un seul chiffre en Fahrenheit, vous devez abriter le parc dans un espace isolé. La batterie nickel-fer d'Edison est une réponse vieille de 125 ans à un problème du XXIe siècle. Elle stocke l'énergie indéfiniment. Elle ne coûte presque rien en matière première. Elle tolère toutes les formes d'abus qui tuent toutes les autres batteries sur le marché. Et elle a fait ses preuves dans les gares de triage, les tunnels de métro, les fermes hors réseau et les laboratoires universitaires depuis plus d'un siècle. Le système qui vous vend une batterie au lithium à 12 000 $ tous les 10 ans n'a jamais été conçu pour vous en parler. 5 $ de matière première, 125 ans de service éprouvé, aucune dégradation sur les électrodes. C'est ce qui a été enterré. Une grande partie de ce que nous couvrons fonctionne exactement comme annoncé. Cela coûte moins cher que ce qui l'a remplacé. Et cela a été mis de côté, non pas parce que cela a échoué, mais parce que le système n'a jamais été conçu pour accueillir quelque chose qui n'a pas besoin d'être remplacé. Si découvrir ce genre de connaissances compte pour vous, vous abonner et partager est le moyen le plus simple de vous assurer qu'elle continue d'être trouvée. Alors, voici ma question. Si vous aviez le budget et l'espace, construiriez-vous un parc nickel-fer DIY à partir de zéro pour moins de 400 $ ou achèteriez-vous un système au lithium préassemblé pour 12 000 $ et le remplaceriez-vous chaque décennie? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis sincèrement curieux de savoir quelle voie vous choisiriez. La prochaine vidéo sur cette chaîne couvre une conception de pot en argile à 50 $ de la Perse antique. Elle fait chuter les températures intérieures de 22 grammes sans électricité ni compresseur. Jetez un œil à celle-là ensuite. Si cette histoire a changé votre façon de voir les systèmes énergétiques de votre maison, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir durable. Le prochain trésor sera bientôt ouvert.